Ici Jean-Dominique Leduc, bienvenue au balado d'entretien Entre deux cases. Aujourd'hui, je reçois Voro, qui est enseignant, conférencier, co-animateur du podcast Des pas AAA, mais surtout auteur de bande dessinée qui a notamment signé L'Agent Double avec François Lapierre, publié aux éditions Paquet. Voro, salut! Salut Jean-Dom. Très heureux de te recevoir au balado. Évidemment, dans le meilleur des mondes, j'aurais aimé que ce soit de visu, qu'on soit face à face l'un et l'autre, mais comme on habite dans le Bas-Saint-Laurent et que les éléments se défoulent, ben, je pense que c'était plus Sécuritaire, oui, c'est pas sécuritaire. beau. Ouais. Donc, ce sera pas une entrevue terrasse. Merci Il est beaucoup. trop tôt pour prendre une bière, c'est pas Ouais. grave. Plus tard. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait longtemps que je voulais te recevoir. Très heureux de le faire. Parce que pour moi, Voro, au-delà du talent, au-delà de la carrière, il y a deux choses que je souhaite mettre en exergue. C'est le fait, et ça, je l'ai découvert lors d'une participation commune à un salon du livre dans mon coin, là, voyons. C'est à Sainte-Flavie? Non, à Saint-Ulrich, voilà, le Oui, Salon du livre de oui. Saint-Ulrich, où tu as présenté une conférence. Et je ne te connaissais pas à ce jour ce talent d'orateur. Alors, wow! Vraiment, Voro, belle surprise. Et bien, évidemment, là, après, j'ai compris que tu présentais des conférences en milieu scolaire depuis 2, 3 semaines, au moins. Mais c'est aussi parce que quand on parle de Voro aux gens du milieu, que ce soit des autrices, des auteurs de bande dessinée, que ce soit des lectrices, lecteurs, tout le monde s'entend pour dire que Voro, c'est un gentil. Ben, c'est gentil, ça. Je me suis assagi en vieillissant parce que quand j'étais un jeune punk qui était rebelle et qui voulait changer le monde. Et j'ai compris que le monde allait survivre malgré tout ce que je voulais lui faire subir. Ça fait que je me suis calmé puis j'ai appris à vivre avec le monde. Mais oui, ben tu sais, moi je suis tout seul dans mon coin. J'ai toujours dessiné dans le Bas-Saint-Laurent. Puis le monde de Montréal pensait à l'époque que j'étais dans la gang de Québec. La gang de Québec pensait que j'étais dans la gang de Montréal. Ça fait que je connaissais personne. Puis il y avait une petite guéguerre aussi à l'époque, là, une trentaine d'années dans le Oui. milieu de la bande dessinée Québec-Montréal. Ça fait que j'avais pas le choix d'aller parler à tout le monde pour les connaître. Puis de leur dire non, 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 je suis pas à Montréal, je suis pas à Québec, je suis tout seul dans le fin fond du bois. Aidez-moi, aimez-moi, parlez-moi. Ça fait que, puis je me suis toujours aussi bien intéressé au monde parce que je le dis souvent, là, quand j'étais jeune, j'avais des personnes, des seniors que j'idolais puis que je trouvais qui avaient un travail fabuleux. Puis en vieillissant, ben, on essaie de transmettre notre savoir, on perd un peu l'énergie, la folie de la jeunesse. Fait que mélanger tout le monde, ça a toujours été bon pour moi. Les vieux ont beaucoup à aller chercher chez les jeunes et les jeunes ont beaucoup à apprendre en parlant aux plus vieux ou aux seniors pour être poli. Et toi, tu trouves dans l'écosystème de la bande dessinée québécoise, et on parlera de ton parcours évidemment parce que c'est intrinsèquement lié, mais il y a cette idée que tu as été de la première vague des auteurs québécois au tournant des années 2000 à, à viser le marché européen. Ouais, à vouloir gagner ma vie avec la bande dessinée. Ouais. Parce que à l'époque, il y avait Grosse à faire rire, mais c'était une page par mois. Tu pouvais pas gagner ta vie avec ça. Sinon, il y a quelques exceptions qui allaient travailler aux États-Unis, mais avoir un vrai métier puis salaire d'auteur de bande dessinée, ça n'existait pas au Québec quand j'ai commencé. C'était impossible. Même le monde me traitait quasiment d'idiot quand je leur disais que je voulais faire de la bande dessinée professionnellement, puis que c'était mon métier, que je voulais que ça soit mon métier. Ils me disaient, ouais, mais tu gagneras pas ta vie, tu vas être sur le BS, tu pourras pas faire ça. Puis je disais, ben, il y a du monde qui arrive à le faire en Europe. Je vais m'en aller en Europe, puis je vais commencer là-bas. Puis c'est ce que j'ai fait. Puis oui, je suis revenu après, puis j'ai commencé à faire mon premier livre, puis j'ai tout de suite
dès mon deuxième livre signé avec Glénat, Vent d'Ouest, Hmm. puis j'ai commencé à bien gagner ma vie comme un jeune Flo qui dessinait parce que j'ai tout de suite commencé avec Tard dans la nuit à avoir des bonnes ventes puis à avoir des bons contrats d'édition. Ça fait que oui, j'ai fait partie des premiers Québécois qui ont réussi à en faire un métier, à gagner sa vie avec la bande dessinée. Oui, je me souviens de cette époque-là. Là, si ma mémoire me joue pas de tour, Thierry Labrosse a quand même été un des En même temps, pionniers en ce sens au niveau du marché européen, parce que tu parlais du marché ouais. américain. On Au était en niveau même temps, moi et Thierry, on est arrivé la même année en Europe. On a Ah oui, hein? commencé, ouais, lui était chez Soleil, moi j'étais chez Vendouest, puis on était tous les deux bien tout seuls. On se rencontrait à Angoulême, mais après ça, il y a eu Labrosse, puis Rodier, puis tout ça. Ouais. Mais ouais, moi Thierry, moi je dis souvent, à l'époque, là, quand j'ai mes deux, trois premières années, là, il y avait Thierry Labrosse à Montréal qui faisait de la BD à plein temps. Puis il y avait Denis Rodier qui était aux États-Unis, qui faisait de la BD à plein temps. Puis c'était pas mal ça, là. On était pas mal les trois qui gagnaient notre vie puis qui travaillaient là-dedans à plein temps. Il y avait plein d'autres auteurs, mais c'est comme je dis, ils faisaient une page d'un croc par mois, ils gagnaient pas vraiment leur vie avec ça. Oui, et quand tu racontes ça, Dans l'ère préhistorique, hein? oui, oui. Moi, c'est pour ça que j'ai perdu tous mes cheveux, d'ailleurs, Moreau. C'est ça. Non, c'est pas pour ça, parce que j'ai eu des adolescentes. Euh, mais non, en fait, le milieu de la bande dessinée, je me souviens très bien à l'époque, effectivement, tu as bien raison de le souligner, c'était un tout autre milieu. Les perspectives d'avenir étaient pas particulièrement scintillantes, chamoyantes, surtout lorsque Crow a fait faillite en 95, ce qui a mis un terme à de nombreuses séries. On n'a qu'à penser à Jérôme Bigrot, Jean Paulide, à Red Ketchup et Michel Risque de Réal Godbout avec Pierre Fournier. Donc oui, là, les perspectives se sont assombries. Moi, je me souviens à l'époque, il y a Jean Paulide qui avait publié Memoria. Mémoria, ouais, En même temps avec que La Mare Claude au Pépin, Diable. ouais. Ouais, en même Ouais. temps que j'ai fait La Mare au Diable, on était tous les deux chez Mille. On est Ah pas ouais, hein? mal arrivé avec, en même temps, à vouloir faire de la bande dessinée adulte, entre parenthèses, là, parce que à l'époque, il y avait presque, au Québec, il y avait presque de la bande dessinée humoristique, puis les gens connaissaient seulement la BD d'humour. Ouais. Puis je pense que Jean-Paul puis moi, on a défoncé des portes là, avec ces deux livres-là aux 400 coups, arriver puis dire, regardez, on peut faire de la bande dessinée sérieuse avec des histoires dramatiques pour les adultes, pour tout le monde dans le fond, là, pas juste pour les adultes. Et je pense que c'était pas mal dans les premières BD adultes publiées, ouais, au Québec. Et d'autant plus qu'au niveau de la tonalité, au niveau du genre abordé dans La mort au diable, on est dans une adaptation d'un récit folklorique. Donc en plus, ton approche graphique aussi, au Québec, on n'était pas habitué à ça. Ben, moi, je revenais de Belgique. Je suis parti étudier là-bas. Puis en Belgique, la bande dessinée semi-réaliste commençait à exploser vraiment. Ouais. Avant, 10 ans avant, la bande dessinée, c'était bien séparé. Il y avait la bande dessinée comique, les gros nez, les bonhommes gros nez belges. Puis il y avait la bande dessinée très réaliste à la Bob Moran, puis tu sais, des dessins très, très classiques universitaires. Moi, quand j'ai commencé mes études là-bas, il y avait Aquablue, Claire Wendling, Régis Loisel qui commençaient à exploser avec un style qui était entre les deux, qui était pas du gros nez puis pas du réaliste, qu'on a appelé le semi-réaliste. Et ce style-là, moi, ça m'a complètement emballé parce que tu pouvais tout raconter avec ça. Tu avais une sensibilité dans les expressions qui était beaucoup plus forte que dans le dessin classique, où tu es pris avec les expressions faciales maximum. Tu peux pas aller dans la caricature. Puis, tu pouvais aller dans le drame très intense puis toucher le lecteur parce que tes bonhommes, c'était pas des classiques bonhommes à gros nez comme Gaston Lagaffe qui font rire immédiatement puis qui peuvent pas amener du drame.
ou de l'horreur dans une histoire, là. Ça fait que c'est un style qui est apparu vraiment, moi, dans les années où j'ai étudié là-bas. Puis j'ai dit, c'est sûr que c'est ça que je veux faire dans la vie. Je veux pas juste m'enfermer dans un style d'histoire, les histoires drôles. Et j'ai tout de suite commencé à faire de la bande dessinée semi-réaliste quand je suis arrivé en Belgique. J'ai ramené ça ici au Québec. Puis j'avais un style qui était beaucoup plus relâché que la bande dessinée classique traditionnelle, là. Oui, mais d'ailleurs, tu parlais de Loisel. C'est intéressant parce que, bon, je suis abonné à votre podcast, le podcast des pas triple A, podcast qui aborde le jeu vidéo et la bande dessinée. Et donc, toi, Yes. tu es commentateur sur ces deux sphères d'activité-là. Et dans un épisode que j'ai écouté récemment, tu parlais de l'influence que Loisel avait eue sur toi. Tu parlais notamment de la quête de l'oiseau du temps. Moi aussi, évidemment, quand j'ai lu ça, à fin adolescence, début jeune adulte, c'était quand même un choc esthétique. Il y Oui. avait vraiment quelque chose. Et tu témoignais dans l'épisode du fait que tu avais beaucoup lu et analysé, entre autres, cette œuvre-là de Loisel. Ah oui, beaucoup, beaucoup. Moi, j'ai deux grands mentors, là. C'est Will Eisner aux États-Unis, qui Hein. a, lui, explosé la bande dessinée, qui a inventé le roman graphique, premièrement, ce qu'on appelle aujourd'hui graphic novel, qui est une mauvaise traduction qu'on a appelée pour le roman graphique. Et Loisel en Europe, qui arrivait avec un dessin que beaucoup disaient, hey, c'est laid, c'est pas maîtrisé, c'est tout croche. Et c'était super expressif, puis son découpage était parfait. Sa narration était tip-top. Ça fait que j'ai découvert à travers Loisel puis Esnard deux gars qui arrivaient avec des nouvelles visions puis qui chamboulaient un peu l'univers de la bande dessinée. Puis pour moi, c'est ça un grand artiste, tout simplement. Un grand auteur, oui, de bande dessinée, mais un grand artiste, c'est quelqu'un qui évolue puis qui essaie de faire évoluer tout le temps puis qui s'enferme pas tout le temps dans le même style. Parce qu'on a beau être très innovateur, là, dans 20 ans, on va être vieux jeu, puis dans 40 ans, on va être passé date si on fait la même affaire toute notre vie. Mm. Ça fait qu'il faut toujours essayer de se tenir au courant de ce que les jeunes apportent, puis essayer d'adapter notre style en vieillissant. Puis même aujourd'hui, plus que le style, aujourd'hui, ce qui est très difficile, c'est même le format. Parce que moi, une bande dessinée à l'époque, c'était le format classique, 46 pages, 54 pages. Et là, on est dans le roman graphique qui est exactement le même nombre de cases, si on compte le nombre de cases, sauf que on se retrouve avec des planches qui ont de 1 à 3 cases. Mais si on fait un livre de 150 pages, l'équivalent, là, la moyenne, Mm. c'est exactement le même nombre de cases. Fait que ça me fait toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup rire quand que les lecteurs disent, ah, moi j'achète des romans graphiques, j'ai l'impression de lire, j'en ai plus pour mon argent. Non, t'as exactement le même nombre de cases. Puis j'irais même à pousser la note jusqu'à dire que tu as moins de détails dans les cases. Parce que ça va être souvent des contrats, des petits contrats d'édition, pas payés, pas Mm. bien payés, et des auteurs qui vont faire des bandes dessinées très schématisées volontairement et très vite fait volontairement parce qu'ils sont pas payés pour leur travail. Fait qu'ils peuvent pas passer 1 an et demi à faire un superbe livre. Mais ça, cet aspect-là du style plus relâché, de la planche plus aérée, je pense que ça nous vient, entre autres, du blog. Hein? Tu te souviens, il y a 15 ans, quand les Iris, les Sviane, les Catons sont arrivés, là, je parle de blogueuses québécoises, là. On pourrait parler au niveau international, mais tout à coup, le rapport aux médias a été un peu transformé dans la mesure où le fait de publier ça en ligne, il y a un aspect d'efficacité, il y a un aspect de moment présent et que là, tout à coup, on Puis de est, régularité, tu vas toujours oui, à chaque aussi. jour, à chaque semaine, donner le petit quota de drogue à tes consommateurs, comme les séries aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde veut que ça aille vite, ils veulent en avoir tout le temps, souvent. Fait que c'est sûr que ce format-là amenait quelque chose qui était très vendeur pour la jeune génération. Je me souviens notamment de Caroline Bro, Cab, avec son hiver nucléaire, son feuilleton post-apocalyptique, barre oblique, comédie sentimentale. Moi, je trouvais ça incroyable de suivre ça à l'époque. Puis là, je dis ça comme si ça faisait 25 ans, mais ça fait pas Mhm. si longtemps que ça. D'ailleurs, c'est à peu près à cette même période-là que le travail a été amorcé sur la bande dessinée L'Agent Double, non?
Oui, oui, tout à fait. Puis moi-même, l'agenda, ben, je peux te dire que c'est mon dernier 46 pages que je vais avoir fait dans le format classique parce que je sais pas si tu es rentré dans des librairies en France, en Belgique. Oui. C'est malade. Je te dirais que quasiment la moitié des librairies, c'est du manga. Puis Ouais. après ça, l'autre moitié, qui va être du franco-belge que j'appelle, là, de la publication francophone France-Belgique, ben, tu vas avoir la moitié ou plus même qui va être du roman graphique. Et il reste à peu près juste le quart des bandes dessinées qui sont en traditionnel. Puis ce format-là va s'atteindre avec les consommateurs qui vieillissent parce que ça reste que on fait ce que le monde demande, ce que les éditeurs demandent. On peut pas arriver avec des formats qui n'existent pas puis qui rentrent pas dans les tablettes. Ça fait que le livre, c'est très, très, très commercial, hein. Mm. C'est imprimé sous presse à des milliers de copies. C'est un système. Le système a sa façon de distribuer, produit, tout ça. C'est pour ça que ça m'a toujours beaucoup, beaucoup fait rire les gens qui disent, moi, je fais de la BD underground. Ah, hey, tu fais de la BD, une bande dessinée, même si underground avait été imprimé à 150 copies sur le photocopieur, c'est pas underground. Si tu veux être underground, va faire un tag sur un mur. Ça, c'est punk. Une BD, c'est pas underground pantoute. Mais en tout cas, tout ça pour dire, je m'égare là, mais tout ça pour dire que la bande dessinée, oui, en librairie, ça va disparaître, le format traditionnel, tranquillement, pas vite, là. Mais en même temps, peut-être en contrepoint à cette vision-là, moi, j'aurais envie de te parler brièvement de Louis Trondheim. Tu sais, Mhm. Louis Trondheim qui a cofondé la structure éditoriale de l'association, qui a été une révolution hein, au début des années 90. Oui, j'étais là, moi. J'étais en pleine étude en Ah! Belgique, là-bas. Hey, Puis je riais parce que je disais, c'est pareil comme l'underground américain, ce qu'ils font, ils ont comme 40 ans en retard sur les Américains, l'association. ah, ben non, mais l'association, je veux dire, c'est Fantagraphics, Ouais. c'est Kitchener Sink, Ouais. c'est toutes ces grandes traditions-là. Quand on a grandi avec ça, Ouais. c'est rien pour nous jeter sur le cul, disons, là. Moi, je voyais ça rentrer dans les musées, puis je disais, mais ils sont donc bien arriérés, ils sont en retard, c'est pas, c'est rien de nouveau. Je trouve ça beau, là, mais c'est juste pour dire que l'association a absolument rien inventé. C'est une pâle copie de l'underground américain qu'on a eu pendant 40 ans avant l'association, tu sais. Ben, j'ai même envie de te dire que l'association a été fondée peu de temps après Drawn and Quarterly à Montréal. Mhm. Je veux dire, Mhm. Drawn and Quarterly, je veux dire, c'était déjà ça, là, cette espèce de sensibilité Ouais. artistique-là, où on éclate le format. Euh, ben, Louis Trondheim, pour revenir à lui, alors qu'il travaille autant, ben, il a longtemps œuvré pour sa structure éditoriale qu'il a cofondé l'association avec des objets, mais il travaille depuis très, très longtemps pour le compte d'éditeurs généralistes comme Oui. Delcourt, Lombard, Dupuis, et etc., etc. Et c'est fou parce que sa série Lapino, que j'affectionne particulièrement, euh, bon, il a lancé ça à l'assaut. Il est dans les années 90, après, il est allé du côté de Dargaud. Il est retourné à l'assaut et là, il est revenu chez Dargaud. Et bref, lui, il fait du 48 couleurs cartonnées. Un format, donc, Il que fait tu ça dis que parce qu'il est rendu chez des gros éditeurs, puis c'est la norme chez les gros éditeurs européens encore. Et je pense que c'est rendu l'homme le plus commercial au monde, ce gars-là, malgré sa jeunesse. Avec Donjon puis Lapino, que c'est aussi commercial que Spirou comme bande dessinée. Fait que oui, il n'y a pas le choix de rentrer dans ce format-là. Mais on s'entend que c'est 100 000 ventes par année, ces trucs-là, là. Ça fait qu'il faut que ça rentre dans une grosse boîte puis dans une grosse vanne puis que ça soit dans le format européen. Ça fait que c'est là que je te dis que la bande ouais. dessinée, c'est hyper commercial. T'as beau être le plus grand punk du monde, tu vas finir comme Lapino dans un format petit Spirou à écouter les grands en haut de toi qui te disent quoi faire. Ben, c'est quand même drôle, mais je pense, ceci dit, qu'il se plaît aussi dans ce format-là parce que ça a un lien direct avec ses lectures de jeunesse aussi. Euh, mais quand tu parles, et ça c'est intéressant, j'ai envie qu'on ouvre cette porte-là, parce que là, parenthèse, je dois dire pour le bénéfice des auditrices et des auditeurs, j'ai fait un appel sur mon compte TikTok et sur ma page Facebook. Euh, j'ai fait un appel au public en disant j'ouvre les lignes. Si vous avez des questions à poser à Voro, allez-y. Et donc, en lien avec ce dont on est en train de parler, de l'écosystème de la bande dessinée, ben, en fait, c'est plus qu'un écosystème là, au niveau international, c'est vraiment une industrie.
J'aurais envie de te transmettre la question. En fait, je vais combiner deux questions. Là, je t'avertis, c'est une question très vaste. On va s'en tenir à, on va s'en tenir à l'essentiel, mais il y a Big Ben, C'est bon. l'accro des jeux, qui est un TikToker qui fait des vidéos sur les jeux vidéo que j'aime vraiment beaucoup suivre. Alors là, attention, une de ces questions est la suivante. Quel est l'état de la bande dessinée québécoise de ton point de vue en 2026? Et sous question, quel serait le miracle que la bande dessinée québécoise attend? La bande dessinée québécoise, c'est une des bandes dessinées qui se porte le mieux au monde, je pense, là, présentement, parce qu'on est passé de la bande dessinée complètement anonyme à connue, à reconnue dans le monde, à être distribuée et vue un petit peu partout. On s'entend que ça reste très minime, là. On est une cinquantaine d'auteurs en Europe, même chose aux États-Unis, sur des milliers d'auteurs. Sauf que il y a des grands auteurs québécois qui sont publiés en Europe, aux États-Unis. Il y a des auteurs québécois qui ont gagné des prix un peu partout dans le monde. Ouais. Fait qu'elle se porte très bien pour ce qui est de la notoriété. Oui, de Pour, son ce- rayonnement. pour ce qui est du budget, c'est de la merde. C'est de la merde parce que on n'est Ouais, pas payé pour faire notre travail. C'est presque du bénévolat. Le milieu de l'édition au Québec, c'est que de la subvention. ouais, Les subventions, plus tu imprimes d'auteurs, plus que tu as une grosse subvention. Fait que nos éditeurs mettent pas beaucoup de temps Québécois, je parle, mettent pas beaucoup de temps à promouvoir nos livres. Ils passent plus d'un livre à l'autre. Puis dès que les copies sont vendues, il n'y a jamais de réimpression. C'est très, très difficile comme marché. Si tu as un succès, puis que ton éditeur, t'es chanceux, puis qu'il en a imprimé 2000, après tes 2000, c'est pas mal fini, là. Avec les Européens, on a la chance d'avoir des réimpressions, mais avec les éditeurs québécois, c'est difficile le marché. Le Québec, c'est une des plus grandes places au monde. Il y a juste deux grosses villes qui sont rentables pour la distribution dans le Québec. Fait que nos livres, ils coûtent plus cher à envoyer dans la plupart des villes que le prix qui sont ouais. vendus. Ça fait que c'est pas facile comme marché, c'est sûr et certain. La bande dessinée québécoise, elle a vraiment ses lettres d'or aujourd'hui, mais dites-vous que la plupart des auteurs, ils doivent être payés 2000 pièces pour faire un livre, là, dans le meilleur des cas. Oui, mais c'est surtout aussi, Vincent, au-delà de ça, tu sais, quand on regarde les statistiques, un Québécois sur deux est un analphabète fonctionnel, c'est-à-dire qu'il est capable de lire un court texte là, qu'on retrouve, par exemple, derrière une boîte de céréales, mais, mais au-delà de ça, il y a un problème de rétention d'informations ou de même de compréhension au niveau de la lecture. Donc, tu sais, au Québec, le noyau dur de lectrices et de lecteurs de bande dessinée, il n'est pas très vaste. Alors, heureusement que les institutions, bibliothèques municipales, les bibliothèques scolaires achètent de la bande dessinée. Parce qu'autrement, je veux dire, c'est pas, c'est pas au kidam qui entre dans les librairies qu'on arriverait à avoir ce qu'on a aujourd'hui au Québec. Là. C'est sûr, c'est sûr. Puis, tu sais, le Québec, quand on passe en avion en haut, c'est une grosse forêt, là. Quand on passe en haut de n'importe quel pays, à peu près, on voit juste des lumières tout partout, puis Mm. des villes tout partout, puis de temps en temps, un petit peu de bois. Le Québec, c'est juste du bois. Ouais, c'est vaste, ouais. Ça fait qu'à un moment donné, vendre des livres, on est quoi, 7 millions au Québec? Je sais plus comment on est, mais On pourrait dire qu'on est, je pense que dernièrement, là, j'ai regardé, on a franchi le cap du 9 millions. On est sur le point de bon, le OK. franchir. Ouais, Ça fait qu'on est l'équivalent d'une ville moyenne européenne ou une ouais, petite ville américaine, tu sais, dans toute l'immense province qui fait 32 fois la Belgique. Ça fait, c'est ça, tu sais. Fait que c'est pour ça que, comme Québécois, il faut avoir une vision aussi comme auteur. Il faut se dire, je veux être distribué soit en Europe et aux États-Unis ou un ou l'autre, parce qu'en étant distribué seulement au Québec, et il y a des maisons d'édition québécoises qui commencent à le faire de plus en plus, là, mais on ne peut pas gagner sa vie en étant distribué seulement au Québec. Oui, tu peux avoir un best-seller ou une série qui va cartonner, mais après ça, tu vas retomber vite fait à 500 ventes, là. Ça fait que tu peux pas, avec 500 ventes, penser un jour gagner ta vie comme auteur.
Non, puis il y a aussi l'aspect de la visibilité de la bande dessinée dans les médias. Hein. Moi, je suis un peu. Bon, tu sais sûrement, Voro, moi, je suis de nature défaitiste. Hein. Je ne suis pas le plus grand des positifs. Et pour être dans les médias depuis 25 ans, euh, moi, c'est sûr que j'ai vu l'éclosion médiatique, l'attention. Tout à coup, on parle de bande dessinée à Salut Bonjour le matin. Ouais. Ça devient normal qu'on parle de certaines bandes dessinées. Attention, on ne parle pas de la bande Mm. dessinée en général, mais bon, quand il y a des événements comme des festivals ou quand il y a une grosse sortie. Euh, mais moi, ça fait longtemps que je dis aux gens, attention, euh, là, vous pensez que c'est dans la poche, mais les médias vivent une crise. Et Oui, puis je veux dire, il moi, n'y a j'ai plus de payé. culturel, il n'y a plus de Oui, littérature dans les médias. ben non. Ça fait que c'est sûr que la bande dessinée, c'est le premier. La bande dessinée, ça a toujours été l'art le plus petit et pauvre parmi tous les arts, si on le compare au cinéma, à la littérature, etc. Ça fait que si il faut faire des coupures dans la culture, ben c'est le cahier bande dessinée, il va partir vite dans le journal. Ben Ben avant voilà. celui cinéma. Moi, je l'ai vécu, là. Je veux dire, Ouais. en décembre dernier, après 15 ans de loyaux services au Journal de Montréal, j'ai publié mon ultime chronique parce qu'après la littérature jeunesse, ils ont décidé, en fait, ils ont coupé carrément le cahier livre, je pense, mais la dernière fois que j'ai regardé le cahier livre du Journal de Montréal, c'est la fin de semaine dernière, puis il y avait 4 pages. Alors que quand je suis entré au journal, il y avait une vingtaine de pages. Donc, c'est aussi un enjeu hein, d'être présent dans les Mhm. médias. Et c'est bien de parler des grands succès. Quand on parle de l'agent Jean, quand on parle de Michel Rabagliati, c'est bien. Mais la prochaine étape pour moi, c'est de dire, OK, mais parlons de la bande dessinée en général. Euh, Ouais. C'est ce que j'ai fait toute ma vie, moi. Hein. Quand je rentre dans une école, je parle même pas de mes histoires. Je parle de mon métier, je parle de ma passion, je leur explique un peu mon cheminement. Puis quand ils voient tout ce que j'ai fait pour arriver à être auteur de bande dessinée, c'est quasiment un film. Même les sportifs qui aiment pas du tout lire, ils m'écoutent puis ils sont passionnés parce que je leur raconte, parce que je leur parle de ma passion, de ce que j'aime, puis de mes expériences personnelles là-dedans. Puis je pense que c'est ça qu'il faut faire. Parce que si quelqu'un fait une bande dessinée sur l'aviation, puis il te parle de l'aviation, il va juste toucher ceux qui aiment l'aviation. Moi, je m'en fous de l'aviation. Ça fait que ça me touchera même pas moi comme lecteur puis auteur. Fait que c'est important d'être généraliste. Toi, tu le fais très bien. Il y en a quelques-uns au Québec qui le font, puis qui vont parler de la bande dessinée en général. Puis c'est ça qu'il faut faire. Parler, faire découvrir notre art le plus possible, dire au monde que c'est aussi hot que le cinéma, puis que la littérature, puis qu'il y en a dans tout, pour tous, puis qu'il faut juste poser deux, trois questions à notre libraire, notre bibliothécaire. C'est ça qu'il faut dire au monde. oui, parce qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. Ouais, 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 ouais. Et ça, euh, à force de le faire, prenais de plus en plus de retard sur ce qui m'attendait. Et ça, c'est vraiment vertigineux. Tu sais, moi, je viens du milieu du théâtre puis de la télévision. Bon, tu sais, bon, la télévision, on n'en parle même pas. Je veux dire, ça a jamais manqué de presse, au contraire. Mais tu sais, je me souviens, moi, quand j'ai commencé comme jeune acteur en 2000, tu sais, on se battait, nous, les petites compagnies indépendantes, pour avoir une critique dans le journal Voir, le sacro-saint journal Voir, tu sais, ou la presse, ou même le journal de Montréal, tu sais. Euh, mais on y arrivait. Et aujourd'hui, tu vois, hier, j'ai envoyé un courriel à toutes les relationnistes de presse avec qui je collabore depuis des années en leur disant, ben voilà, c'est officiel, là, je suis plus au Journal de Montréal, donc une tribune de moins. Et tu sais, j'ai déjà commencé à recevoir des réponses. Et ben, tu sais, les gens du milieu, eux, ça fait un moment qu'ils voient là, qu'il faut se battre de plus en plus pour parler du livre jeunesse, pour parler du livre documentaire, puis là, et pour parler de la bande dessinée aussi. Puis bon, évidemment, quand un nouvel album d'Astérix sort, ben, les carottes sont cuites, là. Mm, D'ailleurs, tu sais que le ouais. livre qui s'est le plus vendu en 2025 au Québec, c'est le nouveau Astérix. Hein?
Non, je savais pas, je Ouais. savais pas. Ça me fait En même rire. temps, en même Mais temps, ça, attends, ça ouais, là, moi, je vais mettre un gros bémol là-dessus. Parce que je connais le milieu de la distribution puis des éditions. ben oui. Puis Astérix, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent des stocks, ils obligent le distributeur à acheter 300 000 copies Ouais. avec aucune option de retour. Et une fois que c'est acheté, ils se pètent les bretelles qui ont vendu 300 000 copies au Québec. Moi, je me suis fait souvent offrir des Astérix gratis en salon du livre parce qu'ils en ont des dizaines de milliers de copies dans le backstore. Ces chiffres-là sont peut-être pas très vrais. C'est les journalistes qui nous sortent ça, là, mais Ah non, c'est le rapport, c'est le bilan Gaspard. Moi, OK, ouais, OK. le bilan Mais le bilan Gaspard. Gaspard se fie sûrement sur les chiffres que les éditeurs donnent. Ben oui, Puis les forcément. éditeurs, quand ils font de la vente forcée en bloc, un peu comme Star Wars au cinéma, là, qui force à garder le film pendant 2 semaines en salle, même si après 3 jours, il n'y a plus personne dans la salle, c'est ça qu'Astérix fait. Ça fait que je suis pas certain qu'ils en ont vendu tant que ça, parce que les chiffres des gros vendeurs de bandes dessinées au Québec, on sait que ça tourne plus autour de 10 000 que de 300 000. Fait que j'ai bien de la misère à croire. Je sais que c'est gros Astérix, là, mais j'ai des doutes là-dessus. Ben, je te dirais que le phénomène Astérix aussi, c'est qu'il y a un petit côté dompage, hein. C'est-à-dire que c'est en grande diffusion. Donc, là, ce que ça veut dire en grande diffusion, c'est qu'on retrouve évidemment chez les libraires, mais aussi chez les Walmart, les Costco de ce monde, les Oui, gens coutus, oui, à mon épicerie à Matane, je pense que c'est le IGA, j'ai vu le Astérix. Je fais, oui. come on, gang, là. Ouais. Au Moi, moins, j'ai eu la mettez-moi de la chance, Jean-Jean, tu sais. c'est ça, j'ai eu la chance, Jean-Dom, d'avoir ça avec Tard dans la nuit à l'époque. Ça avait quand même bien fonctionné en France, puis je m'en allais prendre l'avion pour aller à un festival, puis à l'aéroport, dans la petite tabagie là, que tu vas acheter des lunettes fumées et des écouteurs si tu les oubliais avec une bouteille d'eau, ben il y avait un Tintin, un Astérix, puis Tard dans la nuit. Hey, Hey, je capotais. Mais ça, c'est Hachette Québec qui avait fait une distribution ouais. hallucinante parce qu'ils savaient que l'album fonctionnait bien, puis ils en ont mis un petit peu partout dans les gens coutus. Puis c'est ça qu'il faut faire aussi avec tous les autres auteurs. Quand on voit qu'il y a quelque chose qui lève, là, il faut pas juste dire, ah, on va en mettre un petit peu plus dans les librairies. Non, il faut faire comme les gros font. Il faut en mettre dans les Walmart, puis dans les pharmacies, puis pousser, tu En fait, sais. le défi, tu sais, c'est le lecteur ou la lectrice de Paul ou d'Astérix. De sortir de ces vieilles pantoufles. C'est-à-dire, oui, continuer. Surtout Astérix, c'est un cas de figure parce qu'il y a un Mhm. attachement, il y a cette idée qu'on collectionne Astérix, puis que même Ouais, si le nouveau qui sort, on l'achète parce qu'on le met on va le lire, mais on le met dans la bibliothèque pour bien des gens, là. Tu sais, moi, à l'époque où j'étais libraire, propriétaire, quand il y avait un nouveau Astérix, le client qui rentrait ou la cliente qui entrait, je la revoyais pas avant le prochain Astérix, là. Tu comprends? Et donc, l'étape et c'est fou parce que moi, dans mon travail de médiateur en bande dessinée, je pense que la question qui me revient le plus souvent, c'est ben, qu'est-ce que je lis en attendant là, le prochain Paul? Puis je fais ben oui, mais ça fait 25 ans que je fais ce job-là. Mais euh, ouais. donc, il faut que ces succès-là servent de soupape Oui, oh oui. et Et non pas que ils ce sont soit une là. fin en soi. Ils sont là pour ouvrir la porte pour la distribution puis pour l'impression des autres volumes. La plupart des éditeurs, ils ont un, deux, trois gros succès qui permettent de financer les 100 autres livres qu'ils vont imprimer dans l'année, les 100 autres auteurs. Ça fait que oui, ça en prend des gros leviers comme ça, mais il faut pas que le consommateur se limite à ces gros leviers-là parce que ça reste un peu toujours la même chose année après année, que tu aies lu les 5 premiers Astérix, les 5 du milieu ou les 5 derniers. C'est cool, là, mais c'est du pareil au même, là. Oui. Alors que, par exemple, si on regarde ta bibliographie, tu parlais de Tard dans la nuit. Euh, Moi, il y a un album qui m'a, avant qu'on parle de l'agent double, évidemment, qui m'a beaucoup réjoui. L'espion de trop que tu as réalisé avec Frédéric Antoine au scénario. D'une part, cette bande dessinée-là qui est parue en 2019, pour moi, elle était novatrice en ce sens où il y a très peu d'auteurs et d'autrices de bande dessinée au Québec qui ont abordé le genre de la guerre en bande dessinée. Il y Et avait au les Québec. derniers ouais, au Québec. Donc, oui, évidemment, il faut spécifier au Québec, bien sûr, parce que, parce qu'en Europe,
C'est quand même un Il y genre en a qui est beaucoup. beaucoup fréquenté. Mhm. Mais tu sais, moi, je pense notamment à Jocelyn Hood, Mhm. qui avait fait Le Dernier Corsaire avec Marc Richard, entre autres. Extraordinaire album. Euh, mais c'est ça, moi, j'étais très, très emballé. En plus, c'est, c'est, ça s'avère que c'est un fait historique véridique, que Mhm. ça se passe en plus dans la baie des Chaleurs, euh, et que dans l'approche, autant scénaristique que graphique, dans le découpage, on est dans un album, somme toute, assez classique dans sa forme. Ouais. Oui, oui. C'est de la Euh, BD historique classique, c'est sûr. ouais, c'était comment ça de C'était travailler sur ce projet-là? C'était une commande de Christian Chevrier, qui est OK. directeur chez Hachette, puis chez Glénat Québec. Et Christian, ça fait longtemps qu'il voulait faire une collection sur la bande dessinée historique québécoise. Puis il voulait que ça soit vraiment prêt à vendre en Europe, là, que ce soit le style de bande dessinée, justement, qu'en Europe, ça se vend par centaines de millions de copies, de milliers de copies plutôt. Et quand il m'a approché avec ça, c'était une commande. Fait que moi, Hmm. j'ai pas travaillé au processus de dire comment on va faire le projet et tout ça. Ils sont venus m'approcher parce qu'ils voulaient avoir un traitement graphique puis un style de dessin un peu comme Tard dans la nuit. Moi, je te l'ai dit, j'essaie souvent de changer de style puis de genre d'une série à l'autre. Fait que revenir sur quelque chose que j'ai déjà fait, ça m'emballait un petit peu moins. Disons que c'est pas un projet, moi, qu'au départ, j'étais bien emballé. J'ai embarqué dedans parce que euh, il me l'avait vendu comme quoi que c'était l'histoire d'un gars qui arrive sur le bord du fleuve à New Carlisle puis qui va traumatiser un village. Mais ce qui est arrivé en cours de route, c'est quand j'ai fait les premières planches qui se passent dans le sous-marin allemand et que Hachette France a vu ces planches-là, ils ont dit non, 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 faut pas que ça se passe juste dans le village au Québec. On veut des planches en Allemagne. C'est malade, les planches de sous-marins. On en veut d'autres, on en veut d'autres. Fait que là, je me suis fait avoir. Ben, franchement, là, moi, j'aime pas du tout les histoires de guerre. Mais j'aime pas dessiner des soldats. Puis j'ai un dessin qui est plus semi-réaliste que réaliste. Souvent, dans cette bande dessinée-là, j'ai été obligé de rester dans un dessin qui était beaucoup plus classique, puis froid, je vais dire. C'était volontaire, puis c'était une demande de l'éditeur, parce que je te dirais que même la première planche que j'ai faite, ils ont fait Oh non, 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 tu peux pas dessiner comme ça, c'est trop semi-réaliste, c'est trop lousse. Fait que Ah ouais, hein? j'ai été obligé de refaire une planche parce que je caricaturais un petit peu trop les personnages. Puis comme je fais normalement, ça Hmm. fait que ça a été un album qui a été difficile à faire parce que j'étais tout le temps sur le bric-à-bras. Puis ça a été un des albums que j'ai eu le plus de difficultés à faire. Ouais. Ah bon, mais j'imagine aussi qu'au niveau de la recherche, Ah, tu sais, quand on touche aux militaires, là, tu dessines, écoute, dessiner un sous-marin, tu te lèves pas le matin en te disant, je m'appelle Voro et j'ai très hâte de dessiner un sous-marin. Non. Puis Non. toutes les vieilles photos d'époque d'intérieur de sous-marins, tu vois absolument rien. C'est des vieilles photos en noir et blanc, c'est surexposé, sous-exposé, c'est juste du noir avec un fil puis une botte qui dépasse. Tu vois rien. Et tu es Ça allé fait visiter celui à Rimouski? non, parce que c'est un sous-marin anglais. Je l'ai déjà visité, oui, Ah mais je ouais, pouvais pas me OK. fier là-dessus parce que c'est pas Ah du ouais, tout ouais. le même type de sous-marin. Fait que non, je me suis basé sur plein de films d'époque qui avaient des sous-marins dans ce style-là pour être capable d'avoir des décors qui ressemblaient aux vrais sous-marins, tu sais, mais c'est pas évident. C'est une des affaires les plus difficiles. Vous ferez la recherche intérieure de U-Boat sur Internet, vous allez rien trouver d'utilisable, là. C'est toutes des photos qu'on voit absolument rien. Il y a aussi cette idée-là que le lectorat qui se passionne pour ce genre spécifique est très, très exigeant. Oui, 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 puis ça, je te dirais que cet album-là, là, ils l'ont lancé, puis 2 jours après, il n'y avait plus d'album en Europe, puis il n'y avait plus d'album au Québec, puis ils ont été obligés d'en réimprimer, puis ça a été la cata, puis moi, j'allais pour faire des festivals en Europe, puis il n'y avait pas d'album un mois après la sortie de l'album. Et puis là, ils ont dit, on aurait dû l'imprimer 30 000, pas 2 000 au Québec, puis 7 000 en France, là, comme mes albums d'habitude. Mais mes albums d'habitude, c'est plus de la BD d'auteur, c'est plus des histoires qui se vendent autour de 10 000 copies. Là, on était vraiment dans le gros truc
historique que beaucoup, beaucoup de monde aime. Puis on aurait pu péter facilement les 30-50 000 si ça avait été bien distribué. Mais on reste encore une fois avec une bande dessinée qui était faite au Québec. C'était une commande de Glénat Québec. C'était pas une commande de Glénat France. Ça fait que c'était traité comme un album québécois. Et on se disait, on n'imprimera pas plus que 10 000, là, ça va être Voro, c'est de la BD qui vient du Québec. Fait que tu sais, il y a toujours, comme on parlait tantôt, cette vision-là Mhm. que la BD au Québec, c'est petit, puis que ça va pas se vendre plus qu'à 2 000 copies en Europe. Parce que Paul, c'est un beau succès au Québec, mais en Europe, c'est... Je sais même pas s'il vend 10 000, là. Ça a dû monter depuis le temps. Mais à l'époque, quand Paul puis moi, on avait deux, trois livres de faits, c'était drôle parce que c'était le contraire, nos ventes. Moi, au Québec, je pouvais vendre 2 000 3 000, puis en France, je vendais 10 000. Puis lui, c'était le contraire. Il vendait 10 000 au Québec, puis 2 000 Mhm. en France. Là, avec la reconnaissance, ça a dû monter ses ventes en France, mais ça reste que c'est pas des grosses ventes en Europe, pas là. C'est au Québec que c'est gros. Oui, en tout cas, je pense qu'en Europe, une des figures emblématiques de la bande dessinée québécoise, et pour cause, elle a été sacrée Grand Prix d'Angoulême, c'est Julie Doucet, là. Oui, 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 Julie. Puis Julie qui fitait exactement dans l'association, Ouais, mais qui a fait tout son travail autour de la bande dessinée américaine, tu sais, tout à fait, bien ouais. avant Ouais, l'association. Pour en revenir à notre sujet de tantôt, tu sais, quand on ouais. connaît l'histoire de la bande dessinée, on la connaît, la roue, là. Puis c'est très drôle parce que chaque peuple sont très, très fermés sur leur culture bande dessinée. Les Français, ils connaissent la bande dessinée française, puis les Ouais. Japonais, même affaire. Nous autres, au Québec, on a baigné dans tout. On avait tout. On avait du manga, du américain, du européen. J'ai même des dessinateurs que j'adore qui sont italiens, argentins, de la grosse bande dessinée noire et blanche ancrée, très, très noire, des histoires policières. Les Argentins puis les Italiens faisaient de superbes bandes dessinées. Mais tout ça pour dire qu'on a baigné dans tout. Puis Ouais. on aime tout, puis on connaît tout aussi. Ça fait que il n'y a pas grand-chose qui nous étonne comme vieux lecteur de BD québécoise. On connaît pas mal tous les styles. C'est vrai que ici, le Québec, c'est à la confluence de ces différentes grandes cultures-là de bande dessinée. Et ce qui m'amène à parler d'un projet qui, lui, a été vraiment un projet de cœur. Et là, je parle de l'agent double. Ouais. Euh, un- une bande dessinée unique, tant dans son propos, en fait, tant dans sa forme que dans son fond. Euh, comment est né ce projet? Parce que tu as travaillé là-dessus pendant près d'une décennie, là. Comme un fou, oui. Ouais. Ouais. C'était mon idée, l'agent double, puis c'est une idée que j'avais depuis une dizaine d'années. C'est une idée que quand j'ai terminé tard dans la nuit, puis l'été 63, puis que j'étais le plus connu et payé dans ma carrière en France, j'ai présenté à mes éditeurs, puis ils m'ont tous dit, Hey, non, on peut pas parler d'un schizophrène comme personnage principal. On parle pas de santé mentale en bande dessinée, ça se Mm. vendra pas. C'est pas un bon sujet, on veut pas toucher à ça. Non. Ils m'ont tout viré de bord. Fait que là, j'ai mis ça de côté, mais je savais que c'était une bonne histoire. Puis j'ai continué à travailler sur mon histoire tranquillement, à temps perdu. J'avais toujours la volonté de travailler avec François Lapierre, qui est un gars aussi qui est dans les premiers auteurs qui a travaillé en Europe à l'époque. Puis c'était un bon ami. On s'est connus en festival, puis on s'apprécie beaucoup. Puis je voulais travailler avec François qui a un univers très déjanté, beaucoup plus folle que la mienne. Fait que Mm. c'est deux univers qui pouvaient pas être coexister dans la même histoire, sauf si le personnage principal est schizophrène. Fait que c'est de là qu'est venue l'idée à l'époque. C'était avant même d'écrire sur l'agent double, après l'été 63, j'ai voulu travailler avec François. Puis je me suis dit quel concept pourrait marier nos deux styles de dessin. Ça prend un personnage qui est en train de faire un délire, parce que les dessins de François ressemblent tout le temps à des délires. Ça fait que Ouais. j'ai dit soit un personnage qui est drogué, qui va pas bien dans sa tête. Puis là, j'ai dit un schizophrène, ça serait génial, là. Puis c'est là que le concept, j'ai commencé à le développer.
Puis tout de suite, dès le départ, c'était dans le but de faire des planches dessinées par François, qui était la vision du schizophrène, puis des planches dessinées par moi, qui était la réalité autour, la caméra à l'extérieur du schizophrène. Puis je voulais le présenter vraiment toujours à chaque double page, on a Ou en une page de alternance. chaque auteur. Parce que j'avais déjà vu dans des films des réalisateurs différents qui font 20 minutes chaque, ou dans la littérature, un chapitre de 20-30 pages, après ça dans la tête du personnage, après ça un autre chapitre. Mais j'avais jamais vu deux univers comme ça qui se confrontent non-stop face à face pendant toute l'œuvre, à chaque double page. Puis à ce jour, je sais pas si ça a été fait en bande dessinée. Le monde me le pose souvent la question. Je pense pas. J'ai pas vu d'autres concepts que ça. Dites-le moi s'il y en a d'autres, là, je serais content de le savoir. Mais je pense pas. Puis la bande dessinée était la seule façon qu'on pouvait raconter de cette façon-là, cette histoire-là. On peut pas le refaire au Oui, cinéma, l'adaptation serait pas pareille. parce qu'il y a eu des cas de figure quand même, ne serait-ce que dans la bande dessinée québécoise, où on pense notamment à L'Hostie de chat d'Iris et Sviane. Mais eux, ils se partageaient les chapitres complets. Même Ouais, chose pour la liste des choses qui existent avec ouais. Iris et Caton. Mais c'est vrai que dans votre livre, L'Agent Double, que systématiquement, on soit en alternance entre la réalité et le délire. Et l'effet que ça fait hein, quand on ouvre et qu'on a le double page face à soi, c'est vraiment une expérience de lecture Oui, assez oui, unique. Et c'est un pari risqué quand même, là. Mais oui. ça fonctionne du feu de Dieu. Ouais, vraiment. C'est un Euh, pari risqué, mais tu sais, moi et François, on est quand même deux vieux seniors. Ça fait que c'est hmm. comme donner un char tout scrap à un gars qui connaît la mécanique. Il n'aura pas de trouble, là. On va partir, on va avancer, on va réparer, on va corriger, puis on va se rendre à bon port, puis ça va être agréable pareil. C'est ça qu'on a fait avec l'agent double. Puis c'est pour ça aussi qu'on a pris le format traditionnel européen qui est entre 7 et 10 cases par page, qui permet de raconter quand même un bon morceau d'histoire à chaque page. C'est pour ça aussi que je te disais, moi, la vision de raconter différemment puis de faire du roman graphique, je l'avais avant l'agent double, mais je pouvais pas raconter l'agent double en roman graphique à coup de une ou deux cases Varro, une ou deux cases François, ça serait étourdissant là, comme lecture, là. Ça fait qu'il fallait aller dans ce format-là, grand format en plus, avoir des belles grandes planches pour bien voir ce qui se passe, puis pouvoir en jeter aussi plein la vue. Je te dirais que c'est sûrement la bande dessinée sur laquelle j'ai mis le plus de temps par page, puis c'est sûrement la dernière fois que je vais faire ça dans ma carrière, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus assez payé pour avoir cette qualité graphique-là, puis le lecteur est rendu habitué aussi à consommer de la bande dessinée vite puis à pas trop regarder les pages, ça vaut plus la peine de travailler. C'est triste, là, ce que je te dis comme constat, mais ça vaut plus la peine de faire de la belle grande bande Ouais, mais en dessinée. même temps, Voro, là, tu sais, on va à la SAQ, il y a des pastilles de saveur pour le vin. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'éducation à faire au niveau de l'acte de lecture de la bande dessinée. Hein. Combien de fois, moi, j'entends les gens dans une bande dessinée où il y a peu de texte, où il y a peu de phylactère, où il y a peu de dialogue, puis qui me disent, ah, ben, ça se lit vite. Ça Alors m'a que, pris 20 minutes, ouais, c'est ça. mais non, mais je veux dire, les clés de compréhension, si tu retires le texte, euh, elle ne se trouve que dans les illustrations. Donc, ça Ouais. demande davantage d'investissement. Ouais. Euh, mais je pense aussi que la bande dessinée souffre de ce manque d'éducation-là. Tu sais, Mais, tu sais, quand je te dis que c'est un objet commercial, le livre, là, tout part de là. Et malheureusement, la surproduction qu'on a depuis ben ouais. 15 ans au moins a fait que les gros éditeurs sont passés de peut-être 100 auteurs maximum dans leur catalogue par année à 300, 600 par année et à des micro-impressions et ils ont dilué bien raide leurs produits dans le public, ce qui fait que l'éditeur à la fin de l'année il imprime beaucoup plus de livres qu'avant,
Mais à la place d'imprimer 30 auteurs, il en imprime 2000 pour imprimer ces 2 millions de livres au final. Ce qui fait que les auteurs, nous autres, ben, à la place d'avoir des tirages de 10 000 copies, on a des tirages de 2000 copies. Ce qui fait qu'on n'est plus payé pour faire nos livres. Ce qui fait que si tu ne me payes pas, je ne mettrai pas de décor, puis je vais te mettre une case ou trois cases par page. Un roman graphique, ça vient de là, là. Il y a bien des grands penseurs et des intellos qui vont peut-être s'offusquer de ce que je suis en train de dire, mais le roman graphique n'est que le résultat du fait que nos éditeurs ne nous payent plus et qu'on est obligé de faire de la BD vite, simple, même si ça plaît, puis même si le public s'est habitué à ça. Mais il y en a un public, comme tu dis, qui veulent avoir encore des avatars au cinéma. Et on peut plus le faire. On n'a plus le budget, à part faire du bénévolat. Puis moi, je le ferai plus parce que j'ai une vie, j'ai une famille, j'ai une carrière, j'ai une maison à payer. Je ferai pas des avatars pour 3000 pièces par année, là, tu sais. Ça fait que je vais faire comme tout le monde. Je vais faire du roman graphique, puis ça va rouler, puis il n'y aura pas beaucoup de décors. Puis ça va se vendre autant, genre d'homme. C'est triste un peu tout ça, mais c'est le constat que moi j'ai de cette maudite surproduction qui a mené à tout ça. Ben, justement, ça m'amène à rebondir sur une question d'une internaute, Mélanie Boutin-Chartier, qui te demande qu'est-ce qui te surprend encore, qui te fascine et que tu aimerais bien parler dans un futur projet de bande dessinée. Ce qui m'amène à te poser la question, sur quoi Ça a, tu tou- travailles présentement? Ça a toujours été la même histoire. J'ai toujours aimé ça raconter, développer des personnages, raconter des histoires de village, des histoires humaines. J'ai jamais raconté d'histoire ben à la James Bond, là. Même L'espion de trop, c'est l'histoire d'un petit monsieur pas chanceux qui va chambouler la vie d'un village. Mais c'est toujours ça que j'aime faire, rester dans l'humain, puis la bande dessinée un peu plus humaine que de grands phénomènes d'action, on pourrait dire, là. Ça fait que ma prochaine histoire, ça fait longtemps que je veux le faire, je veux raconter parce que je fais beaucoup d'ateliers dans les écoles, puis j'ai vu passer quelques générations, tu sais, ça fait 30 ans que je donne des ateliers quand même, puis à chaque génération, je vois que les enfants, il y a toujours des enfants différents. Tu sais, quand je dis différents, là, c'est un peu des rejets même, on pourrait dire, là, Mm. et qui ont de la misère à vieillir, et puis qui pensent que ça va être de même toute leur vie. Moi, j'ai été un enfant comme ça quand j'étais jeune, là. Je dessinais, je jouais pas au hockey. Le monde voulait me battre parce que je faisais pas les mêmes affaires que les autres. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du judo. Je dessinais puis je faisais du judo. C'est ça que j'ai fait toute ma vie pour être capable de me défendre puis de dessiner puis de faire ce que j'aimais, tu sais. Mais je raconte un peu cette histoire-là. C'est très romancé parce que ce que je veux faire laisser comme message dans cette bande dessinée-là, c'est qu'il y en a tout le temps eu des bizarres. Il y en a tout le temps eu des différents. Puis c'est des enfants que oui, jusqu'à 12 ans, c'est peut-être plus difficile comme chemin, là, mais qu'à partir de 12 ans, ça fait que tu vas avoir une vie extraordinaire que 90% du monde n'auront pas. Tu vas avoir des amis extraordinaires, tu vas rencontrer du monde fou, tu vas rencontrer du monde intéressant, tu vas faire des choses que la plupart des travailleurs ne feront pas, tu vas visiter le monde, tu vas faire plein de, tu sais, ça fait que c'est ça que je veux raconter. La différence, là, c'est pas ben épeurant. Puis si vous prenez le temps de vieillir, c'est pas vraiment difficile à vivre non plus. Il Ouais. faut juste prendre le temps. Il faut avoir le luxe du temps et la patience. Oui. Tu sais, tu me parles de ton adolescence, je veux dire, moi, c'était la même chose, là. Ouais, j'y retournerai pas, disons. Non, 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 c'est ça. Tu sais, on n'avait pas besoin d'avoir une grosse différence pour manger une claque, là. Tu sais, Non. j'aurais jamais mis des oreilles de chat à l'école, j'aurais mangé plusieurs volets. Ça, c'est ça. Donc, projet qu'on pourra lire d'ici quelques années, j'imagine. Là, le problème, c'est que c'est pas un problème, ça va avec la vie que les éditeurs nous imposent, c'est que je fais plus de la bande dessinée à plein temps. Je fais de la bande dessinée à mi-temps. Depuis les 10 dernières années, j'accepte. Moi, pendant 13 ans, je gagnais ma vie juste en faisant de la bande dessinée. Je gagnais ma vie en ne faisant que des planches. Après 13 ans, j'étais sur le bord, j'ai fait un burn-out. Et j'avais plus de bonheur à faire des planches parce que j'étais comme un moine, je dessinais 10 heures par jour, tous les jours de la semaine, à Noël, à ma fête, à Saint-Jean, tout le temps. Et je ne faisais que ça. Et ma vie en souffrait, puis ma famille, ça fait que j'avais plus de fun à faire ça. Fait que je me suis mis à accepter
des contrats, des ateliers scolaires, à accepter des contrats d'illustration publicitaire qui sont 100 000 fois plus payants que la bande dessinée. Et là, j'ai commencé à avoir un peu de temps libre, à arrêter de dessiner les fins de semaine, à pouvoir dessiner par plaisir quand ça me tentait. Et de fil en aiguille, ça m'a amené à enseigner, puis à enseigner les arts plastiques. J'enseigne 4 jours par semaine, 4 demi-journées par semaine présentement. Je vais redescendre à 3 journées parce que je trouve que c'est trop. Je trouve que j'ai plus assez de temps pour travailler dans mon atelier. Fait que j'essaie de trouver l'équilibre entre la création, la vie monastique en atelier, à être tout seul au monde, puis d'autres activités qui me permettent de sortir, puis te voir toi des fois en festival, puis voir d'autres mondes, puis tu sais de pas virer fou dans mon atelier et de rencontrer des gens. Ce qui fait que mes bandes dessinées s'étirent sur 3 ans, la plupart, tu sais. Puis le projet que je fais, ça s'appelle La Boîte. Ça commence quand que j'étais tout petit, puis je jouais dans une boîte en carton, puis que j'ai mangé une nasty de volée. Parce que j'étais en train de m'amuser dans ma boîte en carton, puis c'était bizarre pour les autres petits gars du village. Fait que le projet s'appelle La Boîte, puis j'ai pas de deadline. J'écris, je m'amuse, c'est un paquet d'anecdotes qui me sont arrivées, à moi ou d'autres mondes aussi des fois, c'est comme je te dis, j'embellis. Mais c'est un paquet d'anecdotes, puis j'avance tranquillement, puis je vais arrêter quand je vais partir pour étudier en Belgique en bande dessinée, parce que pour moi, là, le rêve est réalisé, puis la vie est facile. Tu sais? Fait que je veux raconter les années difficiles jusqu'à temps que c'est devenu la vie rêvée pour un jeune comme moi, là, tu sais. Fait que je sais De pas toute le façon, nombre de les temps. gens vont t'attendre, Voro, on va tous t'attendre et on va te lire On quand verra. tu arriveras sur les rayons des bibliothèques et des librairies. Et peut-être rebondir là-dessus, ce qui va me permettre en même temps de glisser une question d'un collègue internaute du podcast auquel tu participes, le podcast des pas triple A. Difficile à Alors, dire, hein? oui. Euh, et je te sais fan fini de kayak parce que tu m'as même invité avec ta tendre à venir en faire. Un jour, ça se fera, mon cher ami. Yes. Euh, mais tu entretiens un lien avec le kayak qui est assez particulier. En quoi ça a une incidence sur ton travail de Ouais. création? Ouais. Ça, je te dirais, je suis tellement fan de kayak de mer, là, d'expédition, puis de découvrir le fleuve, là, puis pas juste le fleuve, toutes les eaux, que après la boîte, je pense très, très fort à raconter des histoires de grands guides québécois de kayak. Ça serait sûrement ça, ma Oh, prochaine BD. Ça, c'est vraiment, ça va peut-être être dans 3 ans, là. Puis, wow. je l'ai jamais dit à personne, hein. T'es le premier à qui j'en OK, parle. c'est gentil. Ben d'ailleurs, Mais, t'as déjà lu, est-ce que tu as déjà lu Le Retour de l'Iroquois de Louis Régnard aux non. éditions Monde Graphique? Ah! Ben là, c'est pas du kayak, c'est Tu, du canot, mais tu m'enverras le titre parce que je vais l'oublier. oui, 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 je vais t'envoyer ça. Il faut que tu Je lis lises ça, puis j'en absolument ça. parle à mon prochain show. Mais le Euh, kayak, pour moi, c'est l'aventure totale. Puis pourquoi je lis des bandes dessinées, pourquoi j'écoute des films, des séries, je lis des romans, c'est pour vivre des aventures. J'avais 4 ans, je fabulais à ouvrir un Lucky Luke parce que moi, à 4 ans, j'avais pas le droit de courir dans le désert avec des fusils après des bandits en cheval. Fait que quand je regardais des Lucky Luke, ça me faisait vivre des aventures hallucinantes que j'aurais jamais pu faire à cet âge-là. Et toutes les bandes dessinées que je lis et que j'aime, c'est souvent des grandes aventures. J'aime beaucoup la BD d'aventure. Ça fait que, disons que le drame social, ça m'attire beaucoup moins. J'ai une vie, puis je vais à l'épicerie, puis j'ai des amours, puis j'ai pas besoin de lire ça en bande dessinée. Moi, quand j'ouvre un livre ou que j'écoute un film, c'est pour vivre quelque chose que normalement je vivrais pas en allant prendre une marche dehors. Ça fait que le kayak me fait vivre ça. Pour moi, le kayak là, de mer, c'est une aventure hallucinante. Tu pars, t'as beau planifier, puis regarder la météo, puis faire toutes tes affaires. Tu sais pas c'est quoi qui va sortir en avant de toi dans la journée. Tu ne sais pas où que tu vas te retrouver. Ben, tu le sais, oui, mais tu sais pas dans quel état, la fatigue, tout ça. Puis on part souvent faire des grosses expéditions, des 7 heures, puis des journées, 2, 3 jours, coucher sur les îles. Ça fait que c'est pour ça que j'aime le kayak. C'est ma façon de vivre une aventure comme si j'étais Bob Moran, tu sais. mais il y a plus que ça dans ce que tu racontes parce que il y a aussi cette idée, l'aventure implique de s'ajuster, implique de travailler sur son écoute parce qu'il faut réagir. Les imprévus. Ouais,
Et je suis convaincu que dans ta sphère créative de ton cerveau, ça nourrit tout ça aussi, cette activité-là. Ah oui. Puis tu sais, quand je parle de science-fiction, style Avatar, des trucs comme ça, ou la guerre des étoiles, je peux vous jurer que quand tu es à 10 km au large, puis qu'il y a une baleine bleue qui dort ou qui roule ou qui sort en avant de toi, un poisson-lune, un requin pèlerin, tabarouette, c'est impressionnant, là. À 5 mètres de tes yeux, là, c'est comme si tu avais un extraterrestre à côté de toi qui venait te voir. Tu peux pas avoir plus science-fiction puis plus aventure que ça, là. C'est un feeling hallucinant. Je te dirais, après avoir des enfants, là, les plus beaux moments de ma vie, là, c'est tout des passes avec des baleines sur le bord du kayak au large. Oui, surtout vous habitez en plus, je veux dire, vous avez les plus beaux couchers de soleil au monde, Mm, suivis de ouais, chez nous. ouais. Hey, Bovo, vraiment, merci beaucoup. Euh, Merci à toi. alors, je rappelle aux gens qui peuvent te lire, et je les invite à le faire, qui peuvent également te suivre comme chroniqueur bande dessinée. Très intéressant de t'entendre parler de ta perspective de lecteur, mais aussi d'auteur au podcast des pas triple A. Je l'ai-tu dit comme il faut? Oui, je l'ai dit comme il faut. Très bien. Je suis toujours en train de réfléchir à chaque fois. Je me Ouais. dis, ah, il faut que je fasse attention. Donc, j'invite les gens à t'écouter aussi avec ton collègue. Avec Dan, oui. Ouais, Dan, avec c'est un Dan. gros tripeux de jeux indépendants, puis il voulait qu'on fasse un show pour faire ce cours. Il me dit de quoi tu veux parler? Je dis, c'est sûr que c'est de bande dessinée, mais je dis, je veux qu'on sorte des sentiers battus. On parlera pas d'Astérix puis Tintin en BD, Ouais. là, puis en jeux vidéo, les Call of Duty, puis les gros triple A, je veux pas qu'on parle de ça. On va essayer de faire découvrir ce qui se fait par les créateurs un peu plus originaux puis indépendants, puis c'est de ça qu'on parle au show. Vous avez une très belle chimie. Vous avez une très bonne chimie, ce qui fait qu'on embarque là-dedans, on vous écoute. Et c'est un médium extraordinaire de proximité, hein, le podcast, la radio. Et très, très plaisant. Donc, j'invite tout le monde à aller vous écouter. Moi qui n'ai pas du tout un gamer, il y a quand même des fois où Puis je vous écoute puis je fais ah, si j'avais le luxe du temps, j'essayerais peut-être ce jeu-là. Puis des fois, pas du tout. Puis ceux qui n'aiment pas les jeux vidéo avancés dans le milieu du show. Ouais, on parle de jeux vidéo la moitié du show, puis la Ouais. dernière moitié du show, c'est la bande dessinée tout Ah le temps. non, mais moi, j'invite les gens à écouter le show au complet parce que ça se répond, parce que c'est Mhm. parce que c'est une chose qui existe dans son entièreté. Euh, donc voilà, merci beaucoup de ton temps, mon cher Boro. Je ne te retiens pas plus longtemps. Va terminer la boîte, qu'on te lise. Merci, mon ami. Super gentil, c'était super agréable. Merci, Boro. Pour suivre Voro, rendez-vous sur sa page Facebook Voro BD, ainsi que sur le Patreon du podcast des pas triple A. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre mes différentes activités de médiation culturelle en bande dessinée, rendez-vous au jean-dominique-leduc.ca. À bientôt.